Plus. Et c'est la dernière de la semaine, vendredi. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec aujourd'hui autour de cette table Philippe Bilger. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID. Bonsoir mon cher Bruno. Bonsoir, ma chère Cécile. J'espère tenir ce plateau parce que je représente l'ordre normalement. Bien sûr. C'est pas évident en fait. Donc ça fait une semaine que vous êtes là, c'est le bordel depuis une semaine. Je vous le dis quand même. Il a une chambre ici lui ? Oui, absolument. Les deux là. Ils habitent tous les deux dans le même lit. Je pensais m'en être débarrassé hier. Il dort en quinconce et quand Philippe est là, il dort dessus. Voilà, c'est ça. On fait des sandwichs de vraie voix. Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Bonsoir Cécile. Et René Chiche est avec nous. On est content de vous retrouver. Moi, je suis hyper content de vous rencontrer, de vous retrouver. Et je suis content de rencontrer Monsieur Botton. Ah bon, d'accord. Oui. Bon. Sam. Je vais l'appeler Sam toute l'émission. Carrément. Vous voulez qu'il vous ramène en voiture ou quoi? Le Sam. Non, mais il dit qu'il est en taxi. Je ne peux pas, je n'ai pas le permis. Il n'a pas le permis. Ah bon? Voilà. Tu n'as pas le permis? C'est pour ça que vous trouvez la politique d'Anne Hidalgo formidable. On peut aller partout avec. Oh là là, ça y est, ça commence. Oh là là, c'est pas possible. En tout cas, vous êtes rédacteur en chef adjoint du site idebooks.com. Oui, bien sûr, idebooks.com, entre autres. Entre autres, bien entendu. Je travaille aussi pour Galaxy Press TV. Vous savez. Vrai, absolument. Et je prépare mon 10e livre qui sortira en octobre. Je répète qu'il y aura une journée spéciale sur Sud Radio en octobre. Et ça parlera de quoi? Ça parlera de moi. Carrément. Vous savez quoi? Vous avez raison. On est mieux servi par soi-même. C'est jamais mieux. Voilà. Très bien. Mais heureusement, pas seulement. Mon cher René. Mais j'ai peur qu'il y ait une page. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y aura des dessins pour vous. Il y aura des petits dessins pour vous. Et des crayons de couleur, j'espère. Bien sûr. En revanche, je dépasse. Moi, je sais pas rester dans les lignes. Allez, les amis, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour aujourd'hui, la guerre au Moyen-Orient fait craindre un élargissement du conflit bien au-delà de la région. Le général Trinquant alerte sur cette stratégie de l'Iran. Selon lui, Téhéran cherche à créer le chaos et à multiplier les attaques sur plusieurs fronts, dont la France, avec cette question du jour. Et craignez-vous des représailles contre la France? Pour l'instant, vous dites, je vais vous le dire, et c'est un oui à 71%. Et puis la question du soir à 18h30, la CGT, habituée à dénoncer la fraude fiscale des entreprises, se retrouve aujourd'hui dans le viseur de Bercy. Selon les documents révélés par le Canard enchaîné, la Confédération syndicale aurait oublié de verser plus d'1 million d'euros de TVA sur 3 ans. Et voilà le sondage pour ceux qui votent sur notre compte Twitter. Est-ce que vous croyez à une maladresse? Eh bien c'est non à 100%. Voilà, soyez les bienvenus et direction Bordeaux aujourd'hui pour redécouvrir notre Philippe. Je dis David parce qu'il paraît qu'il n'arrête pas de manger. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Cécile, bonsoir les vrais voix. Enfin, il n'arrête pas de manger, ça change pas d'habitude. Non, voilà, un à peu Bordeaux plus quand même. ou ailleurs. Hein. Il y a un peu plus quand même. On sent. Alors, on est à Bordeaux. On est dans le quartier, je ne connaissais pas le nom de ce quartier, Amédée Saint-Germain. Rien à voir avec le Paris Saint-Germain ou le Spritz Saint-Germain. C'est un quartier intégralement rénové qui est superbe. Alors notre buraliste Alfonso Camarero arrive, il va prendre le micro parce qu'aujourd'hui on a coup double. On a Alfonso Camarero qui nous accueille et Serdar Kaya, le président de la Confédération des buralistes. Vous voyez si on est bien entouré. Voilà, on va commencer par notre autre. Bonsoir Alfonso. Bonsoir à tous et à toutes. Alors c'est une journée où il y a beaucoup de travail aujourd'hui parce que loto plus euro million. Oui, vendredi 13, c'est une journée... Bien près du micro. Une journée buraliste, entre guillemets. Et c'est la chance, en fait. Pourquoi s'être implanté ici? Alors, parce que c'est un nouveau quartier. Oui. Que les habitants ont demandé un bureau de tabac, presse, avec du service. Et c'est ce qui manquait avec la pharmacie et la boulangerie. Et on peut tout faire, on peut faire des clés, on peut acheter des cadeaux, il y a de tout. On peut presque tout faire. Presque tout faire. Est-ce que vous avez eu un gros lot ici? ici? J'ai une cliente qui attend pour valider ses jeux, mais bon, je l'ai prévenu. Justement, est-ce que vous avez déjà gagné un énorme... Est-ce qu'il y a eu un gros dossier? Bonjour monsieur. Est-ce qu'il y a eu un gros gagnant chez vous? Non, ici non. Mais moi, le tabac ici, c'est un tabac que j'ai déplacé. Et dans mon ancien tabac, j'ai eu un 167 000 € et des poussières. Ah oui, pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai eu en 10 ans de vie de buraliste, quoi. Ah oui, c'est pas mal. Vous n'auriez pas un petit reste pour moi? Non. Un tout petit, 5%. C'est ce qu'on dit, hein, charité bien ordonnée. Commence par soi-même. On va donner la parole quelques instants à Serdar Kaya, le président de la Confédération des buralistes. Alors Serdar, ça va?
Très bien Philippe, très bien, on est chez Alfonso dans un établissement qui est magnifique. Absolument, qui doit retourner parce que là il y a beaucoup de travail en ce vendredi. Et alors, nouveau président de la Confédération des buralistes, vous avez remplacé Philippe Coy, qu'on connaît très bien sur Sud Radio, qu'on retrouve régulièrement avec Valérie Expert, tous les matins sur Sud Radio. Enfin, il n'est pas là tous les matins, Valérie Expert, oui, mais Philippe Coy, il va régulièrement. C'est pas trop dur de prendre une telle présidence parce que c'est du travail quand même, non ? L'essentiel pour réussir une mission, c'est travailler collectivement. Je suis entouré de belles personnes, avec mon secrétaire général, mon trésorier général, un COMEX qui est au point pour être à la hauteur des enjeux. Et puis j'embrasse Philippe s'il nous écoute, c'est un auditeur régulier de Sud Radio, un fidèle auditeur, donc on pense à lui et on essaye d'être à la hauteur pour défendre nos intérêts et faire gagner nos clients comme Alfonso a su le faire. Et moi aussi parce que j'ai donné un gagnant à 500 000 € il y a un an, donc comme quoi on porte chance. Je sais pas, moi je vais jouer là. Enfin, j'ai déjà joué, je vais rejouer là. Allez-y Philippe, parce qu'on est très en retard. Allez-y, vous restez avec nous. On est en direct avec Philippe David de Bordeaux et vous 0826 300 300 avec Zach qui est avec nous si vous voulez débattre avec nos vraies voix du jour. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Step Conseil, René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com. Vous pouvez dire journaliste, ça sera plus court. Ah non, pour vous, je fais de la pub. Du temps d'être sur l'émission, de tout dire, vous voyez. Là, vous me prenez du temps, par exemple. Oui. Elle est dure. Au bon accueil. Au bon accueil, bien sûr. Gardez la main, Cécile, parce qu'avec ces gens-là, on ne sait jamais. On va revenir sur la guerre au Moyen-Orient. Craignez-vous des représailles contre la France ? Pour l'instant, vous dites un grand oui à 71%. Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Au nom de la nation, je veux m'incliner aujourd'hui avec respect devant la mémoire de l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars. Dominique Trinquant, est-ce que vous seriez pour une riposte ? Une riposte ponctuelle, oui, contre ces milices, tout à fait. On a les forces spéciales qui sont capables de le faire. Nous sommes en guerre. Les vraies voix Sud Radio. Et ce matin, chez Maxime Liédo, le général Dominique Trinquant met en garde. L'Iran pourrait chercher à frapper tout azimut et des représailles sur le sol français. En tout cas, ça reste possible selon lui. Et ça sonne au 0826 300 300 avec Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonsoir Frédéric. Oui, bienvenue. Bonsoir Madame de Ménibus, bonsoir tout le monde. C'est rare qu'on m'appelle Madame de Ménibus, j'adore. C'est la classe. Ouais, c'est très chic. On se connaît pas, je vais quand même pas vous dire bonsoir Cécile. Ah bah si, vous pouvez. Ou alors son Altesse Sérénissime, comme vous voulez, soyons simples. Par contre, je peux dire bonsoir à Monsieur Bilger, mais sans l'appeler Philippe, parce qu'on s'était rencontrés il y a une quinzaine d'années de cela pour une petite opération. Voilà. Ah, vous êtes médecin donc ? Gynécologue peut-être. Gynécologue. Non, pas du tout. Plutôt proctologue. Non, ça suffit, oui. Mais pourquoi tout de suite ça dérape ? Vous n'êtes pas gentil avec lui. Allez. Mais il ne pense qu'au fondement, ce René Chiche. Non, c'était juste professionnel. En tout cas, mon cher Frédéric, on vous écoute. Pardon de faire cette digression. On vous écoute. Non, mais bien sûr que je vais dans le sens du résultat du sondage. L'Iran est construit depuis la mise en place du régime religieux est construit sur une arme principale qui est le terrorisme. La France l'a subi depuis l'arrivée des mollahs en Iran. La France a subi les attaques terroristes des Iraniens. Moi, ça a pris une grande partie de ma carrière de lutter contre ces gens-là. On a eu beaucoup de soucis qu'on aurait dû traiter autrement avec les représentants du corps diplomatique de l'ambassade d'Iran à Paris. On est trop munichois en France. On veut toujours, et en Europe d'une manière générale depuis quelque temps, on pense toujours que repousser l'échéance de la décision empêchera d'avoir à prendre cette décision un jour. L'Iran, on le voit, n'a pas une armée qui lui permet de faire peur aux autres. Son armée de l'air était déjà inexistante. Les Américains ont détruit ce qui restait. Elle avait une marine quand même un peu embêtante, mais pas très puissante, mais embêtante. Et les Américains et les Israéliens sont en train de les détruire. Il reste les très très dangereux gardiens de la Révolution, qui n'est qu'une organisation terroriste qui a créé
le Hezbollah, qui a créé le Hamas, etc. Mais pas que, hein, ils ont ramené des outils. Mais ils ont dans la diaspora, notamment celle qui est en France, ils ont des agents, ils ont des gens sur qui s'appuyer et qui peuvent, ces gens-là, ils n'agiront pas eux-mêmes, financer un certain nombre de personnes pour commettre un certain nombre d'actions. Donc oui, nous sommes une cible, comme tous ceux qui sont considérés comme belligérants par l'Iran. On a toujours été un petit peu le petit Satan quand même de l'Iran, hein, tout de même durant ces 47 dernières années. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et ils considèrent, l'Iran, que la présence de la flotte française pour venir défendre les monarchies avec lesquelles nous avons des traités d'amitié et donc de défense fait de nous un belligérant comme Israël et comme les États-Unis. Donc ils chercheront à nous attaquer et il faut peut-être s'attendre, mais les services le savent. Je dis ça, mais ils le savent depuis longtemps et ils prennent les mesures qu'il faut et vont chercher à nous atteindre parce que où ils sont très forts, s'ils n'ont pas d'armée, ils ont une force formidable, c'est la communication, c'est la propagande, et nos pays à nous sont très sensibles à cela. Philippe Bilger. Donc ils vont beaucoup jouer là-dessus et ils savent très bien que s'ils nous frappent un petit peu, ça va riposter. Ça va, puis ça peut changer la vision des Français qui pensent à leur propre sécurité de tous les jours. C'est normal, hein. Chacun pense à sa propre maison et qui peut faire pression sur le gouvernement pour dire faut peut-être un peu lâcher les Iraniens, etc. Ils comptent là-dessus les Iraniens, hein. Frédéric, bien sûr. On va faire réagir si vous permettez. Il y a des périodes exceptionnelles où on a vraiment l'impression que les experts ne peuvent qu'être d'accord avec les chroniqueurs, même peu informés, et je me mets dedans. Deux conclusions. Évidemment, l'Iran représente une menace. Et seconde observation, elle n'est pas très originale. Je suis effaré par l'absence d'anticipation des conséquences par les États-Unis. On l'a encore indiqué hier, détroit d'Ormuz et puis les attaques contre les pays voisins. René Chiche. Non, alors, moi je pense que la France ne doit pas se laisser piéger et entraîner par ce qui est en train d'arriver. Or, c'est ce que veut l'Iran. Entraîner plusieurs nations, même européennes, dans ce conflit pour créer un désordre. Mais on est déjà considéré comme impliqué dans le conflit d'une manière ou d'une autre. Non, mais on n'est pas encore... Je veux dire, l'Iran voudrait vraiment, à mon avis, que la France entre en guerre réellement. Ce qui n'est pas le cas quand même actuellement. En tout cas, le président ne cesse de dire le contraire. Je pense que pour l'instant, à mon humble avis, je pense qu'il a raison. Parce que ça serait vraiment mettre un doigt dans un engrenage infernal. La situation est déjà terrible. En plus, je ne sais pas si vous l'avez su, il y a à peu près 1 heure ou 2, on a appris, alors est-ce que l'information est fiable, c'est quand même le Financial Times qui l'a annoncé, que la France et d'autres pays seraient en train de négocier avec l'Iran pour permettre l'acheminement du pétrole, vous savez, dans les droits d'Ormuz. Alors, je ne vois pas comment on peut d'un côté vouloir négocier avec ce régime, qui est quand même un régime encore terrible, hein, qui existe encore, qui est d'ailleurs un régime, comme je l'avais dit il y a 2-3 semaines, qui est pour moi un régime à la chinoise. C'est un régime tellement organisé, tellement puissant, tellement autoritaire, qui tient pour l'instant. Il tient, et la preuve c'est qu'il tient. Tellement idéologique surtout. Et voilà, exactement. Ouais. Donc moi, pour l'instant, je ne pense pas que la France doit se laisser entraîner dans ce piège. Nous, on a des accords de défense, on le sait, hein, par rapport aux pays arabes. C'est pour ça qu'on est en position de défense et pas offensive, évidemment, pour faire la guerre. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, on est, complice, entre guillemets, des États-Unis et d'Israël. Et automatiquement, on va nous mettre sur la gueule. Excusez-moi le terme. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Irak actuellement. J'ai une forte pensée pour ce chasseur alpin qui est décédé, pour les 5 qui sont blessés, évidemment. Mais on voit très bien qu'avec les proxys, c'est ce qui fait la force de ces pays-là. Ce qu'on n'a pas nous, parce qu'on est un pays organisé. Mais les proxys, ça veut dire les groupes terroristes, Hamas, Hezbollah, les passes d'Aran, pour le devenir, tout ça, sont des gens qui sont quasiment très organisés mais incontrôlables. Ils sont capables de tout et ça peut énormément nous déstabiliser et impacter la France parce qu'encore une fois, la France, on est les cocus à chaque fois qu'il y a un événement comme ça. On rappelle des attentats de 85-86. Il faut simplement rappeler que les États-Unis qui ont fait une guerre là, ils sont partis comme des avions de chasse. Il faudrait qu'ils se rappellent juste en Irak ce qui s'est passé à Mogadiscio, etc. 5 000 morts, 31 000 blessés et on est revenu. Les Américains sont rentrés chez eux et on n'a rien fait du tout. Donc ça risque de tourner comme ça dans quelques temps si on continue sur cette voie avec l'Iran. Moi j'en suis persuadé. Je répondrai à Bruno. Bruno, nous avons été cocus malgré nous au début, mais nous sommes encore aujourd'hui cocus par choix. Pour une simple et bonne raison. Nous n'avons pas été consultés par Netanyahou et Trump au moment où ce conflit a été lancé. Et par contre, Emmanuel Macron a choisi
de prendre position et essayer de mener une forme d'engagement. Alors sur tout le reste, moi je souscris à ce qui a été dit, je serais même un peu plus clair, je pense que si l'état de droit français ne faiblit pas et reste droit et dans ce qu'il sait faire de mieux, à savoir ses services de renseignement, son armée, nous n'avons aucune crainte à avoir de l'Iran d'un point de vue de guerre. Par contre, là où j'ai beaucoup plus de crainte, c'est effectivement sur la question du terrorisme, et je ne le ramène pas à un problème de guerre, parce que là, pour le coup, on rentrerait sur l'intérieur du territoire, et c'est dans quelle mesure on peut être touché chez nous, comme on l'a déjà été par le passé, et est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à répondre à ça? Alors j'ai tendance à penser que oui, que tout ça c'est des questions de ou en tout cas à espérer de règlement opérationnel, mais nous avons les effectifs pour ça, mais il va falloir être très vigilant sur ces questions-là. Et après, toute la question c'est celle de la politique internationale et jusqu'à quel point aussi on peut se permettre de s'engager de manière opérationnelle dans ce conflit. En tout cas, le plan Vigipirate est maintenu au niveau urgence attentat. Donc, j'imagine, le but n'est pas de faire peur à tout le monde, mais effectivement, j'imagine que la DGSI doit être sur les dents aujourd'hui. Plus que ça, oui. Et puis même la DGSE d'ailleurs, puis qui travaillent ensemble évidemment, parce que le renseignement extérieur est important pour évidemment voir ce qui peut arriver, ce qu'on appelle les forces exogènes, ceux qui viennent de l'extérieur. L'intérieur, c'est une chose, on commence à plutôt bien le maîtriser, voire pas toujours évident, mais les forces exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur pour commettre des attentats, là, il y a à faire attention, surtout dans cette période. Frédéric, le mot de la fin. Oui, alors effectivement, vous dites que la DGSI, la DGSE est engagée. Je peux vous dire qu'il y a également la DRN, bien sûr. la SGDN, pour le savoir. On ne dit juste que la DGSI, DGSE, parce que c'est ce que connaissent le mieux, en tout cas nos auditeurs. Après, ça devient des services. Alors, je voudrais faire pour vous avez 30 secondes. Ce qu'a dit. Voilà, pour reprendre ce qu'a dit un de vos intervenants, les possibles négociations que la France voudrait entreprendre, ça n'a rien d'anormal, ça se fait couramment. Pour ma part, je l'ai fait avec tout en combattant des adversaires. D'un autre côté, on négocie pour empêcher certaines choses. Et ça n'a rien d'anormal, de négocier avec pas un ennemi, mais un potentiel adversaire. Ça n'empêche pas. On peut très bien d'un côté lui donner un coup de marteau sur les doigts et de l'autre lui serrer la main pour une réunion. Ça pas l'autre. La diplomatie, c'est la politique. Merci en tout cas, Frédéric, de vos mots très éclairants. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité dans cette émission. Vous revenez quand vous voulez. Dans un instant, Seul contre tous. Samuel Botton, vous dites? Il faut dissoudre Némésis. Voilà, Philippe Bilger. Les abstentionnistes ne sont pas de mauvais français. Pardon, j'ai eu un moment d'hésitation. Je croyais que j'allais devoir déjà démentir un Samuel. J'avais intérêt à vous lever tôt, Philippe. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Daniel Herrero. C'est un plaisir de vous accueillir tous les jours sur Sud Radio. On est ravis. Je sais que Philippe David, en direct de Bordeaux, est avec nous, qui nous remonte des informations disant que vous êtes très nombreux à écouter Sud Radio et que vous aimez en tout cas cette prise de parole et la possibilité de parler vrai. Et ça, pour nous, ça nous fait plaisir et chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, Bruno Pomar qui est avec nous, ancien membre du RAID, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com. Journaliste, enfin bref, tout ça quoi. Un cumulard, quoi. Voilà, tout faire. Voilà, un cumulard, ça il fait trop de choses. Ouais, il fait trop de choses parce que du coup, il le fait mal. Allez. J'ai pas entendu. Bravo, j'ai pas entendu. Ah, c'est bon, c'est tacle, j'adore. C'est un très bon journaliste, sachez-le, et un très bon critique de cinéma. Tout de suite. Il est sympa. Seul, je le pense. Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et on commence par Samuel Botton. Alors, comme on va être sur un sujet assez délicat, permettez-moi de lire les quelques lignes que j'ai écrites afin de rester dans des faits et purement des faits. Je voulais vous parler de Némésis, donc sur le papier, un collectif qui se présente comme un mouvement féministe qui défend les femmes face aux violences. Discours très séduisant sur le papier dans un contexte où le combat contre les violences sexistes reste crucial. Mais les enquêtes et les faits racontent une toute autre histoire. Et car je parle d'enquêtes et de faits, je parle de journaux type Le Figaro, Mediapart ou encore l'Humanité qui ont révélé bien des choses ces dernières semaines. Alors depuis sa création en 2019, Némésis gravite dans un univers politique qui est marqué à l'extrême droite de faits. Des liens qui sont établis avec Génération Identitaire, avec le syndicat étudiant nationaliste La Cocarde et avec le mouvement royaliste Action Française. Rien que ça. Son service d'ordre a parfois été assuré par des militants des Zouaves Paris, un groupuscule néo-nazi dissous pour violence. Alors, le groupuscule dissous, évidemment, ça a tendance à
connaître des périodes de revival sous des autres noms. Némésis, ça s'inspire aussi des mouvements européens comme Casa Pound, et des membres de son réseau sont proches de personnalités de la droite radicale française, à commencer par... ironie de l'histoire, la belle-sœur de Marion Maréchal Le Pen qui reste très engagée dans le collectif. Mais il y a un élément qui est encore plus inquiétant pour moi et finalement qui me posait question déjà il y a quelques semaines. Une enquête, on attend d'avoir des conclusions avant de pouvoir se prononcer sur ce qui s'est passé. Et visiblement, certaines actions du collectif auraient été organisées pour servir d'appât. Alors d'appât à quoi? D'appât à des bagarres de rue entre groupuscules d'extrême droite, d'extrême gauche, créer une présence militante visible, attirer des opposants et permettre ensuite à ces militants d'ultra-droite d'intervenir physiquement. Derrière le vernis féministe, il y a une logique de provocation et de confrontation. Ces tensions, elles ne sont pas anecdotiques. Dans les chiffres, depuis la fin des années 80, la quasi-totalité des morts liées à la violence politique en France, eh bien, elle est attribuée à l'extrême droite dans 90% des cas et des recensements disponibles. Alors la question, c'est pas de savoir si un groupe revendique féminisme ou identitarisme. Elle est de constater l'environnement dans lequel il évolue, les alliances qu'il tisse et les pratiques qu'il tolère. Dans une démocratie, les groupuscules qui basculent dans la violence ou qui instrumentalisent la rue pour provoquer des affrontements, ils doivent être dissous. Moi, tout ce que j'ai vu ces dernières semaines, finalement, c'est un collectif qui a fait le tour des plateaux télé pour nous raconter une histoire avant même qu'elle soit écrite et qui s'est servi du décès d'un jeune homme pour faire de la communication. Et ça me pose problème au-delà finalement de toute la violence que je trouve inhérente à Némésis. Donc oui, il faut le dissoudre le plus vite possible, au même titre que la Jeune Garde. Je trouve que vous avez de l'audace, mon cher Samuel. C'est ma principale qualité. Parce que au moment même où depuis plusieurs semaines on dénonce à juste titre les violences de l'extrême gauche, votre démarche d'une certaine manière est classique. Il est normal, comme la cible principale est désignée, identifiée, qu'on aille vers une périphérie dont, me semble-t-il, mais peut-être ai-je tort, vous n'êtes pas parvenu à démontrer l'innocuité qui nécessiterait la dissolution. Lorsque vous évoquez des liens, il faudrait encore démontrer que ces liens sont nocifs et malfaisants. Je vous ai fait quand même une liste de nombre de groupuscules qui ont été dissous parce que ultra-violents et qui continuent d'exercer dans leur service d'ordre. Si ça vous suffit pas, et ensuite, et je termine là-dessus, Samuel, il y a quelque chose de troublant dans votre volonté de faire de Némésis, au fond, une complice des agressions dont elle est victime. Autrement dit, non seulement Némésis a été victime, mais en réalité, c'est elle qui cherche les affrontements et les massacres dont elle est victime. Je trouve que là, vous poussez loin. Je n'ai fait que relater des faits. Je n'ai fait que relater des faits. Oui, mais d'où vous les avez tirés? Je les ai tirés du Figaro, de l'Humanité, de tous les journaux que je vous ai cités, que je considère quand même comme des journaux qui se contredisent un peu dans la pensée, mais qui permettent de s'accorder sur un discours. Mais le Figaro, vous ne l'avez pas. On n'en parle pas de la manière dont vous l'évoquez dans le Figaro. On vous relate. Mediapart, on sait qu'ils sont obsédés là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète chez mon ami Samuel Botton, c'est c'est un homme de communication, donc il lit la presse évidemment, et on s'appuie toujours sur des faits de journalistes. Aussi doués soient-ils, ça reste que des faits de journalistes. Ce ne sont pas des faits établis par la justice. Et oui, c'est ce qu'on attend, c'est des conclusions de la justice pour pouvoir dissoudre ce groupe. Mon cher Samuel, c'est bien de lire les journaux et puis de se faire des conclusions parce que vous en avez les capacités, c'est certain, et de vous dire ces gens-là sont dangereux. Moi, j'attends simplement que la justice se passe. On en rediscutera quand la justice. Alors, sur la justice, il n'y a pas de problème. Par contre, Bruno, je suis très étonné de votre discours sur les vérités de journalistes. Le travail d'un journaliste, c'est précisément de creuser la vérité et non creuser la vérité. Non, de creuser, d'aller chercher des éléments. Alors, je suis un peu mitigé moi sur ce que vient de dire Samuel. C'est le principe de seul contre tous. C'est bien macroniste. Non, je vais expliquer pourquoi. C'est vrai que tout ce qui concerne Némésis n'est pas très clair. Moi, je suis un peu, quand même, un petit peu, je suis un peu, comment dire, suspicieux quand j'entends les porte-paroles des Némésis, etc. Maintenant, il y a un problème, mon cher Samuel, c'est que et là, je rejoins un peu Bruno, c'est que je ne rejoins pas du tout sur sa diatribe anti-journaliste, hein. Parce qu'effectivement, souvent, on a les informations grâce au départ à la presse. Non, mais Bruno, on a les informations au départ grâce aux médias, quand même. Arrivé, toi, de faire du journalisme. Ce que je veux dire, c'est que pour dissoudre un mouvement, en l'occurrence Némésis, est-ce que les bases
base juridique existe réellement. Je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment, comme a dit Bruno, et bon, même je le pensais depuis le début, hein, j'ai pas entendu Bruno pour penser ça. Il n'y a pas vraiment d'acte concret, qui pourrait entraîner la dissolution de Némésis. C'est pour ça que, même si je ne partage pas vraiment toutes les idées de Némésis, même pas beaucoup, mais enfin, je pense qu'elles ont quand même le droit à l'expression. C'est quand même, on a un pays démocratique. Et tant qu'elles ne sont pas remises en cause vraiment juridiquement, légalement, ça serait vraiment quand même un abus de pouvoir, à mon avis, de dissoudre ce mouvement. Maintenant, peut-être que vous avez d'autres informations. Alors sur ça, je pense que je peux vous donner rendez-vous dans quelques semaines. À mesure que nous avancerons forcément dans une enquête, des questions vont se poser sur les responsabilités de chacun. Et à un moment, je n'imagine pas un seul monde où une enquête ne s'ouvre pas sur Némésis et où la question de la dissolution n'est pas mise sur la table. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui sont là, il n'y a plus qu'à les examiner. Oui, mais possible. Vous étiez en train de marteler quand même. À moi, vous me posez la question. Moi, le problème, il est réglé. C'est le principe du centre de gauche. C'est normal. C'est ceux contre tous. C'est ceux contre tous. Il a raison. Eh bien, nous prendrons ce rendez-vous, bien entendu, avec les mêmes personnes autour de cette table. Et Philippe Bilger, c'est votre tour. Les abstentionnistes ne sont pas de mauvais Français. En effet, devant la plaie démocratique que représente le fort taux d'abstention, et on va voir ce qu'il représente bientôt dimanche prochain, est-ce que le taux d'abstention va être encore plus préoccupant? On a tendance à dire que ces gens qui ne vont pas dans les urnes sont forcément de mauvais citoyens parce qu'en réalité, ils se désintéresseraient de ce qui devrait les regarder au premier chef. Eh bien, moi-même, j'ai pu le penser, mais heureusement, je me suis ravisé et derrière l'abstention d'un certain nombre de Français, il y a des réflexions lucides et parfois amères sur la situation politique d'aujourd'hui, sur le caractère médiocre de notre classe politique, sur le fait qu'on ne peut plus espérer par la voie traditionnelle changer les choses et que parfois d'autres d'ailleurs vont se lancer dans des processus associatifs qui relèvent d'une autre forme de politique. Donc je me suis repenti en quelque sorte le jour où j'étais tellement exaspéré par les abstentionnistes que je les qualifiais un peu trop vigoureusement de mauvais Français. Oui, alors je suis un peu d'accord avec lui, hein, désolé, mais ça c'est vrai. Mais parce que n'ayez pas honte de dire que on n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais il est d'accord. Oui, René, il est un peu. Je sais pas où il est exactement. Pas aujourd'hui. Excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, l'abstention, pour moi, c'est un choix. C'est un vrai choix politique. On peut s'abstenir quand on ne trouve pas la solution politique qui est proposée. Donc moi, par exemple, je peux vous dire à titre personnel, si au second tour de la présidentielle, je m'implique, je sens qu'on va faire la même chose. Bah oui, si par exemple Jordan Bardella face à Jean-Luc Mélenchon, personnellement, je vais à la pêche. Eh ben oui, alors soit je vais à la pêche, soit je vais carrément dans l'isoloir et je mets un vote blanc. Ben voilà. Oui, mais c'est quand même. Mais il n'est pas comptabilisé, c'est ça? Oui, mais le geste est fait. C'est la question de la considération. C'est comme de l'abstention pour moi. C'est de la lâcheté, moi, les amis. Bon, mais moi, on peut. En s'abstenant ou en votant blanc, vous faire acte d'un choix politique. Donc effectivement, les abstentionnistes ne sont pas des mauvais Français, pas du tout. Par contre, ceux qui ne s'intéressent pas du tout, par exemple, j'ai vu, excusez-moi, juste en 2 minutes, j'ai vu ce matin. Beaucoup moins que ça. J'ai vu ce matin. Sur TF1 d'ailleurs, à la matinale, il y avait pas la vôtre. Excusez-moi, j'avais un rendez-vous, mais je regarde. Excusez-moi. Super, ça fait plaisir. J'avais un rendez-vous après. Je pouvais pas. Comment il m'a zappé ce matin? Les élections municipales à Dijon. Oui. Et on interviewait quand même des gens dans les rues de Dijon et il y avait des personnes qui disaient je ne sais pas qu'il y a une élection municipale dimanche à Dijon. Ah oui. Alors là non, franchement là c'est ridicule. Je préfère franchement là c'est ridicule. Mais s'abstenir, allez-y mon cher Bruno. Il y a beaucoup de gens qui regardent pas les infos, vous savez. Oui, vous considérez ça comme l'expression démocratique quelque part. Moi je trouve que c'est une véritable défaillance citoyenne. Oui, tout à fait. Je suis sûr que vous êtes pour le vote obligatoire. Oui, mais bien sûr. Voir le vote blanc, c'est le fait de faire la démarche d'aller dans un bureau de vote. L'abstentionniste, pour moi, c'est un lâche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'encore une fois, ces mêmes personnes
vous allez les entendre les premiers gueuler après ceux qui seront évidemment élus par la minorité, puisque je crois aux européennes par exemple, on gueule après aux européennes, après les députés européens, 48% d'abstentionnistes, ces 48% doivent gueuler après les députés européens. Donc je trouve que c'est d'une lâcheté, il faut aller voter, même si on vote blanc. Point. Je suis évidemment d'accord avec Philippe en tout point. Et encore plus parce que je me reconnais un peu dans ce processus. Moi, la première fois que j'ai voté, c'était il y a 17 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive un peu au bout du chemin de la passion parce que aucun candidat ne m'emballe. Parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus voté contraint et forcé pour faire barrage à quelque chose que par réelle conviction. Et l'abstentionniste, et j'ai envie de dire une chose, dans 80% des cas, c'est quelqu'un qui s'estime trahi ou abandonné par les institutions et par la République. Et comme Philippe, je peux pas en vouloir à ces gens-là. C'est-à-dire, à un moment, c'est aussi leur droit, c'est aussi le droit qu'on a d'abandonner, parce que, en fait, moi, je le prends à mon niveau. 17 ans de vie politique que j'ai connue de très près, que j'ai regardé de l'extérieur, que j'ai vécu aussi comme électeur. Aujourd'hui, je ne crois plus en rien parce que j'ai des institutions et des parlementaires qui ne sont plus au niveau et je n'ai pas envie de continuer à les entretenir ce cirque. D'où le point que je rejoins chez René, c'est-à-dire à un moment, si on veut vraiment me prendre pour un imbécile et me forcer à choisir entre la France Insoumise et le Rassemblement National, débrouillez-vous, faites ce que vous avez à faire. Je ne m'étonnerai de rien, Bruno. Moi, comme bon Français, je subirai, je resterai là, je ne bougerai pas, et on verra ce qui se passera. Je partage pas votre pessimisme sur la place politique, sur la vie politique. Vous ne considérez pas que l'acte de voter est plus fort que les personnalités qui peuvent susciter. Bien sûr, mais après, quand on en arrive à un état d'épuisement que vous avez très bien restitué, Philippe, c'est-à-dire aujourd'hui, trouvez-moi dans l'échiquier politique une offre qui puisse nous donner envie d'y aller de bon cœur et non pas par dépit, parce que comme vous dites souvent, les mecs ne sont pas trop mauvais ou parce qu'ils essayent. Ah non, je suis pas d'accord là. Allez. Moi je partage pas votre pessimisme. Mais allez voter blanc, les amis, comme ça. Oui, mais le jour où il sera comptabilisé, le jour où mon vote blanc apparaîtra à côté du visage du président avec le 30% de vote blanc. Avant l'hypothèse Bardella-Mélenchon, on a un choix politique qui peut permettre de voter. La ligne de départ. Ne nous manque que la ligne de départ. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, l'info en plus. On va revenir sur ces élections municipales qui se tiendront donc dimanche prochain. Ce soir à minuit, silence électoral, les amis. Donc on a encore la possibilité de traiter le sujet. Jean-Marie Bordry sera avec nous dans quelques instants et on fera un tour des villes qui sont un peu en ballottage. C'est-à-dire qu'il y a des ténors aujourd'hui qui doivent souffrir. Auront-ils une mairie ou pas dans 2 semaines? On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 9h à 23h que vous allez animer. Nous serons donc en direct de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Paris, de Béziers, de toutes les villes où il y a du suspense avec nos éditorialistes. Et vous, au 0826 300 300, vous pourrez bien entendu en direct commenter ces municipales. Donc ce soir, le silence électoral. Oui. Il nous donne encore la possibilité aujourd'hui de regarder ce qui se passe dans les villes. Il y a des enjeux, en gros, celles qui pourraient changer de couleur. Alors vous pensez tous à la capitale, évidemment, hein, ça fait un quart de siècle que la gauche tient la capitale. Paris, Rachida Dati essaye de la reprendre. On verra ce qui va se passer au soir du premier tour. On va regarder surtout, pour la capitale, qui sera au second tour. C'est ça qui est très important. Qui peut s'allier, qui peut faire tomber les autres. Ça nous dira beaucoup justement de ce qui peut se passer pour le second tour. On va regarder d'autres villes parce qu'il se passe des choses très importantes. Si je vous dis une grande ville, allez, dans le sud... Marseille. Oui, il y a une guerre fratricide. Une guerre fratricide que la France entière regarde en mangeant des pop-corn. Évidemment, c'est Nice. Éric Ciotti contre Christian Estrosi. Qui sera devant? A priori, Éric Ciotti a une longueur d'avance, mais on va quand même regarder ce qui va se passer. Et surtout, à qui Christian Estrosi fera appel pour essayer de remonter la pente au second tour. Voilà pour ça. Mais il y a d'autres villes très importantes. Une autre ville, tiens, dont on peut parler, où la France insoumise est donnée en tête. À laquelle vous pensez? En tête? Non. Marseille? Non, pas Marseille. Tourcoing? Non. Limoges. Limoges. Un sondage a placé la France insoumise légèrement en tête. On va regarder ce que ça va donner, mais ce serait une surprise. Voilà. Pour les autres villes qui sont ciblées par la France insoumise, très important, la ville de Roubaix. Alors on aura dimanche soir, dès 20h, une première estimation IFOP fiduciale pour Sud Radio pour la ville de Roubaix, où notamment David Guiraud, député insoumis, fait une campagne qui devrait lui permettre d'être très largement en tête.
droite. Une autre ville d'ailleurs dans la banlieue parisienne qui est visée par la France Insoumise, visée par le député Ali Diouara, c'est celle de la Courneuve. C'est lui, Ali Diouara, qui avait pris le siège de député à Raquel Garrido. Là, il mène une campagne très dure, très tendue contre son adversaire socialiste pour s'emparer de la ville. Voilà. Mais il y a aussi les cibles du RN. Oui, absolument, on y va. La plus grande ville visée par le RN, c'est Marseille. Marseille. Ah oui, mais oui. Marseille. Ah oui, bah oui. Parce que Marseille, pour le coup, le RN n'est pas si loin derrière. Il est dans la marge d'erreur. Ils sont dans la marge d'erreur. Et regardez Samuel Botton qui n'a pas l'air confiant, lui qui n'est pas spécialement RN et qui est Marseillais. Ah bon Oui, il y a un risque Rassemblement National à Marseille. En tout cas, une vraie chance plutôt, Rassemblement National. Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses, même si Benoît Payan, le maire socialiste de la ville, est favori. Imaginons une chose, tiens. Que Martine Vassal, la candidate de la droite, baisse encore dans les sondages comme elle l'a montré et qu'elle rate le second tour en étant sous les 10. Je serais tenté de vous répondre que ça pourrait être la même configuration pour Sébastien Delogu et que ça rebat du coup totalement les cartes, et je pense même que ça remet Benoît Payan légèrement dans le jeu sur du 0,5-1,5. Exactement, mais 0,5-1,5 venant d'un Marseillais. Bon, c'est un ville qui a bouffé le vieux port. Voilà, on est à peu près sur cette échelle. Vous auriez pu faire plus. Vassal comme Delogu, ils sont à 12 ou 13, non? C'est ça. C'est ça. Chose importante, Benoît Payan, le maire sortant socialiste de Marseille, l'a dit aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il ne fera pas appel à Monsieur Delogu pour le second tour. Pourquoi ? Parce que Delogu l'a insulté pendant 6 mois. C'est ce qu'a dit Benoît Payan. Il l'a très précisément traité de génocidaire pendant plus de 6 mois. Oui, c'est ça. C'était un peu plus qu'une insulte d'ailleurs. Voilà pour Marseille. Toulon, vous l'avez dit Cécile, vous avez raison, vous avez du flair. Le Rassemblement National pourrait peut-être reprendre Toulon et non pas prendre Toulon parce qu'il y a déjà eu un maire Front National, c'était Jean-Marie Le Chevalier. Il y a un bon quart de siècle. Cette fois-ci, c'est Laure Lavalette qui vise la ville et qui a une chance assez sérieuse de l'emporter. Donc on va regarder ça. Philippe Bilger, est-ce qu'il y a une ville que vous allez surveiller plus particulièrement ? Lyon peut-être. J'allais dire Montargis. Alors Montargis, cible pour le Rassemblement National, mais a priori le maire, les Républicains de la ville devraient quand même s'en sortir. En revanche, dans la banlieue de Montargis, si vous me demandez sur le Loiret, évidemment je le sais, il y a 2 ou 3 villes qui pourraient basculer, notamment la ville d'Amilly, juste à côté. Et vous pourriez nous dire quelque chose, si vous permettez, Cécile, sur Menton? Sur Menton. Bizarrement, je m'y intéresse un peu. Sur Menton, écoutez, les derniers sondages qu'on a vus sur la ville de Menton mettaient le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, assez largement distancé. Oui. Et Toulouse, par contre, ça c'est intéressant. Toulouse, c'est une ville qui est tenue par un maire d'hiver droite, un maire qui s'appelle Jean-Luc Moudin. Cette ville pourrait être reprise par la gauche. Et Lille, ville très serrée, parce que beaucoup de forces de gauche. Quoi qu'il arrive, il y a de bonnes chances que ça reste à gauche. Ah bon. Le Havre, c'est important. Le Havre, on le saura. Ex-premier ministre. On saura ce que ça donnera pour le premier tour dès 20h, parce qu'il y a notamment des bureaux de vote électroniques au Havre, c'est important de le savoir. Et Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, risque de perdre sa mairie. J'ai cru savoir que ça bougeait beaucoup à Lyon ces derniers temps. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que Jean-Michel Aulas, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, baisse un peu dans les sondages depuis 1 ou 2 semaines. Fin de campagne difficile. Est-ce que le maire écologiste... Depuis un débat catastrophique. Voilà. Et Grenoble, mon cher Jean-Marie ? Grenoble, a priori, ça devrait en tout cas permettre une forte avance à la gauche. C'est beaucoup plus fort qu'une IH que vous faites, Jean-Marie. C'est quand même fou, quand même. Vous avez oublié Bordeaux, les amis. Le réalisateur bordelais vous le pardonne pas. Pierre Urmic, qui essaiera de garder sa ville, qui a de bonnes chances, même si ça va être assez serré. Je pense que les Bordelais nous le confieront. On sera évidemment en direct de Bordeaux dimanche soir. Ce qui est surprenant, c'est quand même parce que sur un paquet de ces villes qui sont gangrénées par le stup, que la gauche reste encore en place. Moi, je fais le rapport avec le trafic de stup. Grenoble, par exemple. Par exemple, Grenoble, Marseille, Bordeaux. Mais parce que la droite, Bruno, n'a pas toujours été efficace non plus. Oui, sûrement, bien sûr. Mais je pense que moi, en pur parisien, je trouve qu'il y a un suspense sur Paris qui est incroyable. Oui, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais si on regarde, écoutez, la France est assez grande pour qu'on regarde le suspense aussi ailleurs. Franchement. C'est pour ça que Sud Radio existe. Merci beaucoup les amis. Rendez-vous 19h dimanche. Absolument, cette grande soirée électorale en direct de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Paris, de Béziers, dans toutes les villes. Et vous, bien entendu, 0826 300 300 avec aux commandes Jean-Marie Bordry, qu'on remercie. Bien entendu. Et envoyés spéciaux sur le terrain sur Sud Radio. Est-ce que vous serez présent à Belleflou par hasard ? Non, mais là, il faut qu'on aille à Bordeaux. En fait, on l'a annulé. Belleflou n'existe plus, je crois. On l'a vendu aux Américains. Franchement, on l'a vendu avec le maire. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Retour à Bordeaux avec Philippe David. Et Philippe David, vous êtes là ou pas ? Absolument, bien sûr, à vous écouter. Belleflou, c'est incontournable. De quoi parle-t-on dans un instant ? Eh bien,
Mon coup de cœur, puisque nous sommes aujourd'hui à Bordeaux, dans le quartier Amédée Saint-Germain, au tabac Le Saint-Germain. Un tabac tenu par Alfonso Camarero face à un monument historique, les Citernes. Bordeaux, ville mondialement connue pour ses vins, son architecture et son port, qui s'étend jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Quel bonheur donc que de terminer cette tournée des buralistes par Bordeaux. Bordeaux et ses bâtiments magnifiques qui longent la Garonne, son miroir d'eau et ses ponts qui enjambent le même fleuve. Mais comment parler de Bordeaux sans parler de vin? Médoc, Haut-Médoc, Grave, Sauternes, Pomerol, Margaux, Entre-deux-Mers. On terminera cette litanie des saints en citant Saint-Émilion, Saint-Estèphe et Saint-Julien, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession contre un verre rempli et posé sur une table avec quelques amis autour. Bordeaux et ses spécialités culinaires. On pense en particulier au cannelé, ou sans oublier les races du terroir aquitain, comme les bovins issus des races blondes d'Aquitaine et Bazadaise, parfaites pour concocter une entrecôte bordelaise, l'agneau de Pauillac, ou encore les huîtres du bassin d'Arcachon. Mais Bordeaux, c'est aussi un grand patrimoine culturel, puisque c'est dans cette ville que sont nés Jean Anouilh, François Mauriac, Daniel Darieux, Édouard Molinaro, Georges Descrières ou Serge Lama, sans oublier Maxime Sénat, notre réalisateur. Merci, c'est la moindre des choses. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. C'est aussi un grand patrimoine sportif avec les Girondins de Bordeaux qui composaient l'ossature des Bleus, champion d'Europe 84, avec Giresse, Tigana, Battiston, Tussaud et le regretté Bernard Lacombe. Sans oublier évidemment le rugby avec l'UBB, championne d'Europe en titre avec 8 victoires en 8 matchs. Impossible de faire mieux. Longtemps Bordeaux a été surnommée la Belle Endormie, une belle endormie dont on a envie de se jeter dans les bras. Quel merveilleux endroit pour terminer la tournée des vraies voix font parler la France chez les buralistes, puisque celle-ci aura été un grand cru, d'Aubagne à Bordeaux, en passant par Téhéran, Toulouse et Foulayronne. Bravo. C'est la mémoire des villes de France. C'est notre Philippe, c'est notre Philippe, bien entendu. Le problème, c'est qu'il va falloir changer la taille du siège parce que je pense qu'il rentrera plus. J'imagine que vous avez eu une double mission avec le guide Michelin, Philippe. Non, absolument pas. On a été au régime toute la semaine. Oui, bien sûr. Il y a sur la table de l'eau et il n'y a pas de saucisse. C'est pas normal. Parce qu'on l'a caché pour pas se faire allumer en direct par vos soins, ma chère Cécile. Il revient quand? Il revient lundi. C'est génial ce que vous faites là. Très sincèrement, je vous le dis parce que moi, vous savez que je suis quelqu'un du rural. Je suis pas comme tous ces Parisiens autour de la table. Je trouve que c'est vachement important. Il y a très peu de Parisiens autour de la table. Je vous le dis tout de suite. Il y a des buralistes à Paris. Il y a Paris là, ma chère Cécile. Tout ça pour vous dire que c'est très important cette proximité, ce vivre ensemble à travers ces émissions comme ça. Et on remercie nos amis les buralistes. C'est grâce à eux. Ah oui, on les remercie. Le président est à côté de moi, Serre d'Arcaïa. En tout cas, ça donne du corps à l'émission. C'était un vrai plaisir de ce Tour de France avec Philippe David. Cette tournée a fait un tabac. Là, je sais plus quoi dire en fait. Rendez-vous au théâtre des Deux Arts. Est-ce qu'on le rend? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on le laisse à Bordeaux, il revient pas. Et Philippe a du corps. Allez, petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. René Chiche qui est avec nous, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com. Salut mon René. Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, et puis Bruno Pomar que vous connaissez bien aussi maintenant. Et celui que vous attendez tous avec impatience, qui a déjà le micro collé à la bouche, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux grands villages, puisque ce sont deux capitales d'État, Paris et Dakar. Pourquoi Paris et Dakar ? Pas pour vous parler du rallye homonyme, mais pour vous parler d'un vent mauvais qui souffle dans les deux pays. Commençons par le Sénégal, puisqu'avant-hier, le Premier ministre Omar Sonko a fait voter une loi durcissant la répression contre les homosexuels. Ainsi, la nouvelle loi punit de ce qu'elle appelle des actes contre nature de 5 à 10 ans de prison contre 1 à 5 actuellement.
La peine maximale sera prononcée si l'acte a été commis avec un mineur. Une loi qui prévoit aussi des sanctions pénales contre la promotion de l'homosexualité dans le pays. Une loi parfaitement assumée par Omar Sonko qui a déclaré, sous les applaudissements des députés, « C'est la première loi que je porte moi-même ». Une loi soutenue par son parti avec ses propos surréalistes de la députée Diarraïba. Les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. Les homosexuels n'auront plus de liberté d'expression dans ce pays. Ça suffit. Nous avons des valeurs. Fin de citation. Manifestement, pour certains, l'homophobie est une valeur et la liberté d'expression une plaie. Retour à Paris où la Ligue de football professionnel a annoncé le même jour la décision d'abandonner la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie et de ne plus utiliser les couleurs arc-en-ciel sur les maillots des joueurs. Une mesure probablement décidée suite au refus de certains joueurs de porter ces couleurs une fois par an. Si mes calculs sont bons, depuis 2022, seuls 9 joueurs avaient refusé de jouer ou avaient masqué le drapeau LGBT floqué sur leur maillot. 9, c'est-à-dire même pas une équipe complète, alors que la Ligue 1 en a compté 20 puis 18 dans le même laps de temps. Une décision qualifiée à juste titre de honte inqualifiable par Marine Tondelier. Bref, en ce début d'année 2026, l'homophobie est ouvertement assumée au Sénégal par le gouvernement et la fin de la lutte contre celle-ci est ouvertement assumée par une des instances les plus puissantes du sport en France. Entre la honte et la veulerie, quel est le pire fléau ? Excellent sujet de philo, vous avez 4 heures. Pour moi, c'est match nul à tous les sens du terme. D'accord. Je trouve que au Sénégal, c'est scandaleux. C'est au-delà de tout. Non seulement on maintient ce délit, mais on aggrave les peines. Je serais plus réservé pour ce qui se passe à Paris. Moi, je suis pas emballé quand on fait des maillots qui sont à portée, j'allais dire idéologique. Ça n'est pas le cas. Humaniste, ça m'agace un peu. Comment vous dire, sur le Sénégal, je n'ai pas un mot à ajouter. Sur la Ligue de football professionnel, on continue d'aller de déception en déception, de lâcheté en lâcheté. Alors, les maillots de foot, ça n'engageait qu'à une journée par an et on a cédé face au plus petit nombre, encore une fois. Et même plus largement que ça, finalement, je vois dans la Ligue de football professionnel toujours une défaillance systémique quand se posent à nous des grands enjeux de société ou finalement d'humanisme. On a un problème avec finalement la communauté LGBT et le fait de maillots spécifiques. On a aussi un problème, on est le seul grand championnat d'Europe à ne pas autoriser les joueurs à prendre une pause pour rompre le jeûne du Ramadan. Donc encore une fois, on a beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là au niveau de notre football français. Moi, ce qui m'inquiète, et surtout au Sénégal, évidemment, c'est quand même un pays ami de la France, et on peut sentir derrière tout ça, évidemment, la progression de l'islam radical. Ah bah oui, au Sénégal, c'est un gouvernement musulman, islamiste. Hein. Et notre pays n'est pas plus protégé sur ce sujet-là. Donc, effectivement, ça pose vraiment question. Oui, pour le Sénégal, bon, c'est absolument intolérable. Ah non, jamais vu ça. Oui, c'est d'inspiration iranienne, d'ailleurs, je dirais même, puisqu'en Iran, l'ayatollah Khomeini avait instauré dès son accession au pouvoir en 1979 qu'il fallait même jeter les homosexuels, etc. Et je suis d'accord avec Samuel pour le football, parce que en plus, l'homophobie dans le football, ça reste encore en plus un sujet extrêmement tabou, parce que on sait qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ne sont toujours pas, même si on dit que le débat c'est un peu démocratisé, etc. Il y a eu de très bons documentaires sur le sujet. Oui, voilà, c'est ce que sur, je sais plus quelle chaîne, moi aussi je l'ai vu, absolument. Donc, voilà. En tout cas, ce coup de gueule à retrouver en podcast, bien entendu, sur Sud Radio. Vous restez avec nous dans un instant. Nous allons élire un maire. On a encore la possibilité aujourd'hui jusqu'à minuit de l'élire. Je plaisante. Et dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix se sont exportées aujourd'hui à Bordeaux avec Philippe David. Ça va, mon Philippe? On s'occupe bien de vous? On s'occupe extrêmement bien de nous. On a fait une tournée de Aubagne à Bordeaux en passant... Philippe, vous connaissez la pub? Oui. Il faut rentrer maintenant, Philippe. Mais je rentre ce soir tard. Et ça a voyagé avec François-Louis Bourneau. Je sais pas ce qui s'est passé avec François-Louis Bourneau, mais ils ont des trucs à nous raconter, en tout cas. Allez, les amis. Surtout François-Louis. Oui, je sais pas pourquoi vous dites ça. Allez, tout de suite, le qui c'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et qui c'est qui l'a dit sur la baisse des taxes sur les carburants et des pôles? C'est Taxé Pierre. Ce serait pas Papin?
Non. Lescure. Absolument. Roland Lescure, ministre de l'économie et des Un peu de finances. culture, ça ne fait pas de mal. Bonne réponse de Bruno Pomar. Lescure, ça rime avec Ça a l'air de culture, vous d'ailleurs, comme étonner, il l'a Philippe dit. David, que je réponde. Vous emballez non, pas pas, du ce tout. sera la C'est dernière. la première question. Qui c'est qui l'a dit sur les carburants? Bloquer les prix, c'est du cinéma. Papin. Non. Bréjon? Non. Leclerc. Oui. Michel-Édouard Leclerc. Ah oui. Michel-Édouard Bonne Leclerc. réponse de René. Vous vous ressemblez. Je t'ai manqué. Oh, bah, je vous ai- Attendez, Philippe Bilger est un diesel, il va vous tout vous torpiller, pas vous du tout. inquiétez pas. Sur les carburants, là, je suis un peu sec. Question, Bah là, qui on c'est sent que vous qui avez l'a eu un dit? coup de pompe. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Pourquoi voulez-vous toujours enfermer cette discussion municipale dans un rapport avec LFI? Olivier Faure. Absolument. Premier secrétaire du PS. En même temps, c'est une question plutôt à gauche, donc c'est J'aime bien normal que avec ça- cette petite voix. Ah ouais. Olivier Faure. J'étais pas sûr. Bah, il a dit ça avec une voix faible. Qui c'est C'est nul. C'est nul. Ça, Mais il est fort quand même. allez. Même Qui là-bas, c'est il continue. Qui c'est qui l'a dit? Alors là, c'est une question locale, comme on est à Bordeaux. Je suis enraciné girondin. Je Maxime, suis né le là-bas. réalisateur. Je n'ai donc pas besoin de me faire tatouer le blason du club sur la peau. Il est imprégné en moi. Giresse. Alain Giresse. Bonne réponse de Bruno Pomar. Philippe Bilger était J'allais tout- dire il me Marwan regarde Chamakh, avec des yeux en disant Mais non, vous répondez tout le temps. Qui c'est qui l'a dit? Rien ne nous détournera de l'Ukraine. Emmanuel Macron. Alors, qui a répondu le premier? Parce que J'ai donné le nom complet, je suis le seul. J'ai commencé par Emmanuel, c'est pour ça que le Macron arrive après. Non, il a On dit doit Macron avant. affaiblir Bruno, donc c'est Samuel. Mais non, soyez. Soyez L'autre jour, il s'est foutu de ma gueule. soyez exact. S'il vous plaît, Maxime, notre réalisateur. Il y a un check de la VAR en cours. Oui, mais Je reviens vers vous dans quelques instants. on revient, il y a un check de la VAR. Voilà, on attend. À vous, mon cher Question Philippe. suivante. Oui. Qui c'est? Alors, je ne mets pas le point tant qu'il n'y a pas la VAR. Hein. Oui. Qui c'est qui l'a dit? Tout en nous et tout autour de nous nous oblige à rompre définitivement et sans retour possible avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Bonne Bravo. réponse de Philippe Bilger. Ah ben, c'est ton premier point. Il était toi. Ça y est, nous avons la réponse. Bruno Pomar a dit Macron en premier. Ah là, voilà. Ah oui, mais Macron, ça peut mais ça peut être Brigitte Macron. Non, mais Emmanuel, ça peut être Emmanuel. Brigitte Macron, je suis désolé. Non, c'est Emmanuel. Ça peut être la fille Macron. Quand on parle d'Emmanuel, je sais que vous êtes beaucoup plus calé en cinématographie. Mais il est fiable, en tout cas. Bravo. Non, mais j'en ai marre, à chaque fois, vous Je voulez me prendre. croyais que c'était Non, mais à chaque fois, je réponds correctement, souvent d'ailleurs, et à chaque fois, si c'est pas Philippe Bilger, c'est Samuel Botton, voire René Chiche, j'en ai marre, franchement. Ouais, mais je suis là, on est là, vous inquiétez pas, c'est vous, c'est bien Mais vous. vous êtes en tête. Hein. Qui c'est qui l'a dit? Le centre est immobile, la roue avance, le centre ne bouge pas. Un personnage historique bordelais. Ouais. Chaban-Delmas. Montaigne. Absolument. Bonne réponse de René Jacques Chiche. Chaban-Delmas, ancien Premier ministre et maire de Bordeaux. Moi, je pensais que c'était un stade. Pour moi, Montaigne. Qui Philippe. c'est qui l'a dit? Un autre bordelais célèbre. Être anticonformiste aujourd'hui, c'est être ni de droite ni de gauche, c'est être gay. Juppé. Non. J'allais dire Oui, Claude gay, Pez, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Attends, il y a Attention, je vais vous aider. Je suis malade. La main. Bonne réponse de René Chiche. C'était tellement bien interprété. Ah, Ça vous fait rire, Ça l'énerve, regardez Bruno à quel point ça se passe bien de notre côté. Comment je vais le Quand rattraper, le policier? Je me fais tacler par notre réalisateur, c'est bon. non, mais Cécile, méfiez-vous, si vous dites je suis malade, Philippe Bilger va vous proposer de jouer au docteur. Ben, il est pas seulement au il est docteur. magistrat à l'origine, hein, il est pas médecin, que je sache. Ah bon, il est gynécologue amateur. Docteur, c'est la moindre des choses. Qui c'est qui l'a dit? Il va falloir une candidature unique du centre et de la droite. Ben oui. C'est Xavier Bertrand, ça. Non, je l'ai lu. C'est une femme? Aurore Berger. Absolument. Bonne réponse de René Chiche. Bruno. Comment ça m'énerve, lui, hein. En charge de l'égalité homme-femme. Qui c'est qui l'a dit? Sofia Chikirou n'est pas mon adversaire, mais une concurrente. Emmanuel Grégoire. Attendez. Bonne réponse mais de bon. René Chiche. Ah bah non, il a attendu. Hein. Moi, j'ai attendu. Ouais, mais bon. Vous avez attendu quoi? On lui a filé les réponses, c'est pas possible. j'ai attendu. Vous On avez le attendu savait, qui? ça. Hein? Vous avez attendu quoi? Comment, je comprends pas ce que Vous vous avez dites. attendu quoi?
J'ai attendu que mon cerveau... à la fin de la question, arrive et me dise Emmanuel Grégoire. Toutes les questions qui sont plutôt à gauche, généralement, il répond. C'est marrant, ça. Chabon Delmas n'était pas à gauche. On a quand même eu un scoop, là. On sait désormais que René Chiche a un cerveau, ce qui n'était pas flagrant. Il vous en a fallu du temps, dit-on. Même à Bordeaux, vous faites rire. C'est logique, Cécile. C'est logique, Cécile. J'ai le cerveau lent. Oh. Allez, voilà, merci beaucoup. Question, qui c'est qui l'a dit? Et ce sera la dernière. Mon avocat ne m'a jamais donné un mauvais conseil. Il me les a toujours vendus. Nicolas Sarkozy. Un réalisateur de films, écrivain, humoriste, décédé malheureusement, qui avait un immense talent. Ouais. Comment il s'appelle Non, c'est pas Moki. C'est pas Moki. Molinaro? Non. Non, il n'est pas bordelais. Il faisait tout. Ce sont deux prénoms. Deux prénoms. Ouais. Un réalisateur. J'allais dire Guy Georges, mais je suis pas sûr que ce soit approprié. Non. Moi j'allais dire Louis Moki. Non, Moki. Enfin, Jean-Pierre Moki, c'est 3 mots. Il a eu de très belles fiancées. Oui, il a une fiancée qui a été une très grande actrice. Très belle fiancée. Jean-Yann. Jean-Yann. Oui. Vous pouvez me donner le. Je pense que j'étais pas loin. C'était Mimi Capelier. Mimi Coutelier. Mais il y a eu aussi. Philippe, qui est le grand gagnant? Eh bien, c'est René Chiche qui a un cerveau. 5 points. Bravo, Bruno Pomar, 3 points. Samuel Breton, Philippe Bilger à égalité, un partout pour faire la voiture balai. Ouais. Et moi, combien j'ai de points? 3 points. 3 points. C'est votre meilleur score, hein. Mais vous avez quand même perdu. Non, mais 3 points qui en comptent 7. Mais oui, Ouais. on voyait le niveau des questions qui était quand même au-dessus des autres. C'est ça, bien Vous sûr. me permettez, Oui, vous pouvez, mon cher Philippe, est-ce que vous avez 2-3 gaillards à côté de vous? J'ai François-Louis Bourneau et puis des gens que je ne connais pas. Bon, ceux que vous trouvez, dites-leur de chausser des crampons. Il manque des joueurs aux Girondins de Bordeaux pour ce week-end. Ça, je permets pas. Bon, la Maxime Sénat va couper votre micro, Samuel. On affronte Poitiers à 18h samedi. Dire ça le jour des 30 ans de la victoire contre Milan. À l'approche de Noël, je ne l'oublierai pas. C'est mal. Alors, si vous ne vous entendez plus à l'antenne, Samuel Breton, vous saurez pourquoi. Et si vous étiez maire? Les vraies voix Sud Radio. Et si vous étiez maire de Bordeaux, c'est Clarisse qui est avec nous. Bonsoir. C'est Gaëtan? Ah non, c'est Gaëtan. C'est Gaëtan qui est là. Bonsoir Gaëtan. Oui, bonjour. Non, je ne suis pas Clarisse. Je suis bien Gaëtan. Prouvez-le. Je sais pas, moi. Je suis pas sûr. Je vais vous voir tout à l'heure. Gaëtan, monsieur le maire. Alors, on a envie de savoir qu'est-ce que vous préconisez pour Bordeaux? Alors, comme je suis sur Sud Radio, si j'étais maire de Bordeaux, je renouerais, de façon très claire avec LFI. Comment? J'ai pas compris. Comment? Non, je plaisante. Ah oui, C'était pour vous faire bondir. Et là, c'est le blanc. C'est le blanc, voilà, c'était attendu. Estomaqué. On a un maire qui fait le job, qui fait plutôt bien. Il y a quand même 3 points de vigilance. Il y a 3 points qui sont un peu où il y a vraiment des améliorations à faire. C'est la sécurité d'une part, parce qu'on a un vrai problème de sécurité ou plutôt d'insécurité. Voilà, on a beaucoup de vols, on a de la violence, et là, il y a vraiment des choses à faire. La seconde chose, c'est la propreté. On a une ville qui devient sale. Alors l'un va peut-être avec l'autre. Il y a des quartiers qui sont dégueulasses. On a l'impression que les voitures balais là ne passent plus. Et la troisième, en fait, c'est que je pense qu'on pourrait réorganiser notre police municipale. C'est-à-dire que le matin, quand vous allez travailler en vélo, vous pouvez vous trouver devant une assemblée de policiers municipaux qui vous verbalisent parce que vous avez une lampe qui fonctionne pas très bien, vous voyez. Et puis à côté de ça, vous avez des gars qui fument le bédo ou qui agressent d'autres, et puis il semble qu'il n'y a avoir personne pour s'en occuper. Ouais. Voilà les 3 points que j'améliorerais. Ceci dit, Urmic a cet avantage qui se rend compte des choses et puis semble reconnaître ses erreurs et puis rectifier le tir. Voilà. Alors, une question, parce que je connais bien Pierre Urmic pour avoir débattu d'ailleurs sur France Info chez vous et d'être allé aux Aubiers, les Aubiers, dans la cité des Aubiers, mener des actions pour les enfants. Il a décidé de changer un petit peu de fusil d'épaule, comme on dit, en étant écologiste, d'armer sa police la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Tout
attribuer à la police municipale d'une part, et puis de la vraie coordination entre la police municipale et la police nationale. Et je pense que le débat c'est pas tout à fait celui-ci, c'est vraiment une réorganisation dans les grosses villes. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir deux polices. Je pense que c'est une mauvaise façon de gérer la sécurité ou l'insécurité. Ah oui, mais vous pouvez pas. C'est dans les statuts, je dirais, de notre société. Non, c'est bien ce que je vous dis, c'est dans les statuts, mais je pense que c'est à ce niveau-là que ça devrait être organisé, parce que la réarmer, la police, pourquoi pas, mais différentes qu'elles sont actuellement. Donc vous n'êtes pas d'accord pour qu'une police municipale soit armée? C'est pas que je suis pas d'accord, parce que c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est qu'ils puissent se défendre ou qu'ils puissent impressionner davantage, mais il faut encore qu'ils soient formés pour ça, et puis il faut qu'ils aient des droits qui sont pas ceux qui, leur champ d'action n'est pas celui-ci, vous voyez. Oui, d'accord. Donc moi je pense qu'il fait ce qu'il peut et qu'il donne à manger à qui lui demande, mais je suis pas sûr que ce soit tout à fait la bonne chose. Je vous trouve sceptique, monsieur le maire, sur les sujets de sécurité. Bruno est un grand partisan de la mutualisation des moyens. Non, mais je trouvais sceptique sur l'armement. Mais c'est tout à fait, voilà, donc on est plutôt d'accord. Ouais. Merci en tout cas, monsieur le maire. Je vous en prie, Cécile. Et faites attention sur la route si vous allez prendre votre voiture. Je sais que vous allez voir Philippe David là ou pas? Ah oui, c'est tout à fait, oui. Oui, vous allez voir. Bienvenue. Vous allez voir en grand et en vrai. Prenez une balance avec vous. C'est vous que je voulais voir, Cécile. Je sais, mais vous aurez Philippe David. Alors attention, ça bouchonne à côté de la 10. Hein. Ok, ça marche. Faites attention. Merci beaucoup, Gaëtan. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir joué le jeu. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette fraude à la TVA de la CGT. Croyez-vous à une maladresse? Vous dites non, hein, 100%. J'ai envie de vous dire, en tout cas, pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, soyez les bienvenus. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tous les matins, les plus grandes personnalités politiques sont au micro de Sud Radio. Il y a une droite avec notre ami Philippe Bilger, Bruno Pomar, Samuel Botton, René Chi chez vous, 0826 300 300. Avec cette question du jour sur cette fraude à la TVA de la CGT, croyez-vous à une maladresse? C'est un grand non à 100%. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Pas content. Nous, à la CGT, nous estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas ma satisfaction. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Solidarité avec la CGT. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et près d'1 million d'euros de TVA sur 3 ans, c'est la somme que la CGT a omis de verser à Bercy. Pour en parler, Anthony est avec nous au 0826 300 300, qui nous appelle de Castres. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Anthony, est-ce que vous croyez à cette maladresse de la CGT? Écoutez, dans un monde parfait, j'aimerais y croire, mais je vous avoue que j'ai un petit peu du mal quand même. Oui. Peut-être de réflexion, pourquoi? Ou juste c'est un sentiment comme ça, c'est la première idée qui vous vient à la lecture de cette question? Ce qui me vient à l'idée, c'est que la CGT, à longueur de temps et à longueur d'année, nous donne des leçons un peu à tout le monde sur le monde du travail, des choses comme ça, et sur des choses quand même aussi importantes que ça, parce qu'on ne parle pas d'une paille, parce qu'on ne parle pas de 10 000 euros, on ne parle pas de 100 000 euros, on parle de plus d'1 million. Bien sûr. Et là, ils ont omis de déclarer. C'est pas on a déclaré 500 000 et puis on a sur 1 million. Là, c'est qu'on a oublié 1 500 000. Nous avons un petit peu du mal à le croire. Voilà, c'est. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Bercy n'aurait appliqué ni majoration, ni pénalité selon les informations qui ont été rapportées. Et puis, l'administration aurait considéré les faits comme une erreur ou une bévue comptable, Philippe Bilger. En fait, alors évidemment, je rejoins l'opinion majoritaire de Sud Radio, et elle me fait penser à cette maxime très juste qui dit « Si on ne se permet pas ce qu'on interdit aux autres, la vie n'est plus tenable ». En réalité, la CGT, évidemment, délibérément, parce qu'il y a 3 postes très importants qui ne relèvent évidemment pas tous d'une erreur, d'une imprudence. Mais au-delà de ça, vous l'avez dit, Cécile, ce qui me scandalise, c'est l'absence d'intérêt de retard et de pénalité. Et le deuxième élément, j'essaye de me mettre dans la peau syndicale de la CGT. Imaginons maintenant avec quelle difficulté elle pourra trouver une quelconque légitimité en mettant en cause
expose les employeurs. D'une certaine manière, ça me fait penser au mur des cons des magistrats. Oui, tout à fait. Je pense que la CGT paiera longtemps cela. Samuel Botton. Cette affaire nous rappelle que comptables de droite peuvent s'entendre avec syndicalistes de gauche. Je n'ose imaginer un entrepreneur qui aurait oublié de déclarer sa TVA, même dans une moindre mesure, sur des sommes beaucoup plus restreintes, et les pénalités auxquelles il se serait exposé. Après, d'un autre côté, au-delà de savoir est-ce que c'était volontaire, pas volontaire, je vais vous dire une chose, je n'en sais rien. C'est pas le problème. Et je me verrais mal remettre en cause l'expertise des services de Bercy, non pas par crainte, mais par croyance au système de mon pays. Donc maintenant, la question, c'est pourquoi finalement cette exonération ? Je pense que ça tient effectivement à l'histoire de la CGT, à ce qu'elle représente dans l'imaginaire collectif. Elle représente quoi ? Vas-y. Ça représente plus grand-chose. Attention, que ça représente rien pour toi, pour moi, d'une manière personnelle, c'est une chose. Après, on peut pas nier l'histoire globale de la CGT, le fait qu'elle ait mené de nombreux combats, qu'elle soit un organisme qui permet aussi... Donc on doit être indulgent. Je dis pas qu'on doit être indulgent, je te restitue juste ce que les services de Bercy ont décidé. Après, est-ce qu'il y a lieu de tirer sur une ambulance ? Et je sais pas si Philippe l'a dit, mais à un moment, c'est aussi la question de se poser. Comment est-ce qu'ils vont réussir à rembourser une telle somme ? Et un dernier point pour finir sur une touche d'humour. Je serai producteur chez Netflix. J'irai tourner Les Rois de l'Arnaque 2. Encore une affaire de TVA. Je rappelle quand même que Gérald Darmanin a mis en place le droit à l'erreur. Oui, donc on est peut-être dans cette disposition-là. Ma chère Cécile, stop. C'est la CGT, c'est un organisme très important avec des cadres administratifs, avec des comptables. Moi, j'en ai dans mon association, donc je suppose que la CGT, il y a des experts comptables même, des commissaires aux comptes. Ils se foutent de notre gueule. Je veux bien te reconnaître qu'on n'aurait pas eu la même indulgence avec toi. Pardon ? Je veux bien te reconnaître qu'on n'aurait sans doute pas eu la même indulgence avec une association. Exactement. Et moi, j'ai été contrôlé. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que je trouve Samuel, alors je comprends que c'est un homme plutôt de gauche, mais très indulgent vis-à-vis d'eux, encore une fois. Et surtout quand, ce qu'a dit très justement Philippe Bilger tout à l'heure, ces gens-là, la CGT, sont en train de creuser leur trou de plus en plus. Avec une secrétaire générale, Madame Binet, qui fait plus de la politique que du syndicalisme, au lieu de protéger ce que tu disais. Quelle est la différence entre syndicalisme et politique ? Oui. Mais non, mais tu dois pas faire. Un syndicat, c'est fait pour protéger les employés dans une entreprise. Moi, je suis et un politique, c'est fait pour protéger les Français et les accompagner. Qui est un proxy de LFI. Madame Binet, c'est un proxy de LFI. Toute la journée, vous l'entendez sur les. Mais en grande partie. La CGT a toujours été proche, soit des communistes. Non, mais pas dans les déclarations. J'ai jamais vu. Il y a eu des grands patrons de la CGT, jamais ils avaient des approches comme ça. Jamais. Elle, c'est du proxy de. La France est soumise, vous voyez ce que je dis ? Les proxys, c'est les terroristes, généralement. Mais là, dans le cas présent, c'est effectivement elle. Mais ça fait peur. Et ça va délégitimer l'action syndicale. Et quand on sait que de 6 millions de syndicats, de gens syndiqués, on n'en a plus que 1,5 million ou 2 millions en France. Oui, c'est 2 millions, 2 millions. Malheureusement, à cause de ces gens-là. Ce qui est certain, c'est que ça va créer un précédent. Donc ça veut dire que tous les autres syndicats qui sont amenés aujourd'hui à faire attention, ou en tout cas à qui on va chercher des choses. Et quand on voit les grandes mobilisations, quand tu dis les mobilisations, non, regarde les Gilets jaunes, ils n'ont pas eu besoin des syndicats, ils se sont mobilisés tout seuls, les gens. Tu me permets d'être taquin de 30 secondes, Bruno ? Oui, vas-y. Quelle aurait été ta réaction si ça n'avait pas été la CGT, mais par exemple le syndicat Alliance ? Mais je m'en fous que Alliance ou mes amis d'unité, je m'en fous. Non, mais c'est la droiture. Non, il est très juste. C'est des compétences. Je pose la question de manière. Mais j'aurais dit la même chose, mon ami. Ça, je peux t'assurer que j'ai pas de souci là-dessus. Heureusement que c'était pas. Visiblement, c'est la CGT. Oui. Qui visiblement sont tes amis. Moi, je suis encore un petit peu mitigé sur ce sujet. Ça y est. Non, sérieusement. Oh là là. Anthony, vous réagissez quand vous voulez. Vous êtes à l'antenne. Parce que c'est tellement gros que. Peut-être dans un monde rêvé, on peut imaginer, parce que moi, je ne veux pas parler de mon cas personnel, mais j'ai connu une expérience un peu similaire il y a 22 ans. Ça y est, tiens. Non, pas au même montant. Je vous explique en 2 secondes. J'avais un journal de cinéma dont j'étais associé. Et tout se passait bien. Que ça va être long. Non, tout se passait bien. Et au bout de 4 ans, nous avons eu un redressement fiscal. C'est pas pareil. Oui, mais justement, là, c'est pas une fraude, hein. C'est pas considéré comme une fraude, dans l'exemple de la CGT. Le redressement, c'est pas la même chose. Non, c'est pas une fraude. Là. Parce que tu as fait tes déclarations, il y a des choses qui n'allaient pas, donc on te faut. Non, mais la CGT, là, dans l'exemple de CGT, c'est un redressement fiscal. C'est pas une fraude. Parce qu'une fraude, d'abord, il y a une plainte, et c'est pas du tout une fraude dans ce cas-là. Si vous lisez bien le dossier, c'est pas une fraude. Moi, j'ai eu en 2 secondes, j'ai eu un redressement fiscal
parce que la directrice financière avait fait des erreurs et des omissions dans les déclarations. Alors, on peut croire que des fois, c'est angoissant d'aller voir un inspecteur des impôts pour essayer de régler son contentieux. Eh bien non, on peut avoir exactement l'annulation des pénalités, ce qui a été notre cas, etc. Donc ça peut arriver maintenant. Oui, vous aussi. Décidément. Sur 3 postes différents comme ça. Non, mais j'essaye d'apporter un peu de débat. Ce qui est sûr, c'est que pour Sophie Binet, dans les interviews, ça va être compliqué pour elle. Mais bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et bon, alors, au-delà de ce débat sur la CGT, là, c'est les impôts qui doivent, faire les trucs, la TVA. Ce qui est grave en plus, c'est que le taux de syndicalisation. Sauf si elle n'était pas là à ce moment-là, mais bon. Oui, le taux, oui, en plus, oui. Le taux de syndicalisation est de plus en plus bas, on le sait, en France, c'est incroyable. Il y a un salarié sur 10 maintenant qui est syndiqué. Ça fait 1,5 million, 2 millions. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que depuis 10 ans, ce taux a baissé, mais je ne sais plus combien, 30-40%. Mais en 10 ans, les syndicats ont reçu 100 millions. Alors, syndicat de salariés, syndicat patronaux, 100 millions de subventions, alors que la syndicalisation a baissé. La subvention qui vient à la fois de l'État et aussi d'ailleurs des entreprises, c'est l'entreprise qui verse aussi une petite cotisation là-dessus, elle a augmenté à peu près de 25-30% en 10 ans. Donc là, il y a un problème comme ça. Et donc déjà, la classe politique n'engendre pas une grande confiance chez les Français. Mais alors en plus, maintenant, les syndicats et cette histoire, mais pour l'histoire de la CGT, je termine, je peux envisager un droit à l'erreur. Ouais. Anthony, vous êtes plutôt d'accord avec l'État de dire qu'il faut être indulgent et passer l'éponge ? Alors écoutez, je vais quand même rebondir sur une chose. C'est vrai que les services de l'État, il faut quand même le reconnaître, sont toujours enclins à essayer de trouver une solution et si on va les voir quand on a fait des erreurs, ils sont plutôt enclins à être plutôt de notre côté, essayer de nous arranger. Donc ça là-dessus, je vais dire que ça c'est vrai. Maintenant, sur la crise de confiance et sur la crédibilité de la CGT, moi je sais pas comment ils vont se relever. Parce que ils passent leur temps, à dire les patrons. Et il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et là, typiquement, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ils sont plus crédibles, c'est ça. Ils sont plus crédibles. Moi, il se trouve que je siège au prud'homme. Donc je les vois tous les jours et c'est vous n'avez pas fait cette déclaration, vous n'avez pas donné ce papier en temps et en heure. Et puis eux, de ce côté, excusez-nous, on a oublié 1,5 million, mais c'est pas grave. C'est pas si grave que ça, on est la CGT, quoi. Moi, c'est un peu le sentiment qu'il va y avoir chez tout le monde, quoi. Oui. Moi, je pense aux entreprises qui se font taper, qui se font redresser comme des malades. Je pense qu'à ça, par rapport à eux, qui sont une grande institution syndicale, évidemment. Mais 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent, en fait. C'est pas 5 000, 10 000, 15 000 euros. C'est beaucoup d'argent, question peut-être à laquelle quelqu'un peut me répondre, c'est comment a été découvert le manque à gagner, si j'ose dire. Le Canard enchaîné, je crois. Oui, c'est le Canard enchaîné qui a eu accès à des documents comptables de la CGT. Non, mais du coup, mais c'est Bercy qui a fait Bercy était quand même dans la boucle, quoi. Ils ont contrôlé les comptes, tout simplement. Donc c'était contrôle inopiné qui est tombé sur la CGT. Voilà, je pense que c'est ça. Le système fonctionne. Oui, bien sûr. Oui. Mais moi, il y a quand même quelque chose, c'est parce que je suis pas un super grand spécialiste des dossiers de TVA, etc., mais moi, je pensais que les syndicats, parce que là, entre autres, ils ont pas payé la TVA, on dit. Exonéré, tu veux dire? Mais normalement, les syndicats, un syndicat, c'est un organisme à but non lucratif qui doit être exonéré de TVA. Ils doivent avoir des activités commerciales. Non, mais là, j'ai un mystère auquel je n'ai pas eu la réponse. Commerciales, lorsqu'il y a de la TVA, souvent. Il y a des achats de t-shirts, de tout un tas. Ils achètent en tout cas des vêtements et des t-shirts et tout un tas de matériel. Donc ils sont soumis à la TVA d'une manière. René Chiche est en train de les protéger. Non, pas du tout. Comme il y arrivait de mettre. Non, mais de toute façon, tout le monde. On peut pas tous être d'accord. Vous avez avoué que vous avez fraudé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Anthony ? Oui, je disais, non, mais c'est parce que sur les cotisations, je pense pas qu'il y ait de TVA, mais je pense que sur leur activité où ils vendent des t-shirts, des casquettes, bien sûr. En tout cas, à la fabrication et à la revente, oui, il y a certainement de la TVA. On peut pas tout savoir. Écoutez, je pose une question quand je ne sais pas. C'est pour ça que vous avez eu des problèmes. C'est pas une fraude. Non, mais je reviens là-dessus. C'est pas une fraude. C'est pas Cahuzac qui fraude. Vous voyez, Cahuzac, il a fraudé. Ah oui, là, on est pas fraudé. Eux, ils n'ont pas cherché. Je sais pas. On n'a pas retrouvé de compte en Suisse, quoi. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Voilà, exactement. En fait, on est dans une zone floue. Ça n'est pas une décision judiciaire. C'est juste une révélation d'un journaliste. Voilà. Donc, c'est flou, c'est qu'un loup.
Grâce à vous, j'ai appris qu'on continuait à vendre du merchandising avec succès. Mais moi aussi. De la CGT. Je pensais pas que c'est moi que j'ai appris ça. Mais c'est sûr. Mais j'ai pas pensé. de l'humain. Oui. Ouais, toutes les fêtes, effectivement. Exactement. Je ne sais pas combien il y a de. Je pensais que se vendaient beaucoup plus les t-shirts Génération Mélenchon. Mais est-ce qu'on doit, et la question est de dire, est-ce qu'on doit être indulgent avec la CGT? Est-ce que, je recommence ce que je disais, 1 million d'euros, c'est énormément. On ne va pas se mentir. Il est d'autant plus absurde d'être indulgent que, comme l'a dit, j'ai oublié qui, pourtant c'était pertinent. C'était moi. Moins il y a de taux de syndicat, plus il continue à avoir les avantages classiques. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un autre point très important, finalement, quand c'est une question syndicale et peu importe le bord du syndicat, on reste, à mon sens, sur des sujets qui sont éminemment politiques et très casse-gueule par la suite. Donc parfois, d'un point de vue intelligence et pragmatisme, se dire, bon, poteau rose est découvert, on règle le problème comme il doit être réglé, et on passe à autre chose plutôt que de commencer à se lancer sur des débats qui vont pas forcément être productifs, de monter une affaire dans l'affaire. Alors, pour le coup, bon... Mais après, attention, Bruno, je vous reconnais ceci. Le pouvoir entrepreneur ou association n'aurait pas forcément bénéficié de la même indulgence, mais parce qu'on n'est pas sur la même portée politique. Ça veut dire et c'est pas forcément une bonne chose de le dire comme ça, mais je vous dresse un constat. Si c'est le cas, c'est scandaleux. Le pouvoir n'aurait pas eu peur de vous, tandis que de la CGT, c'était évident. Mais tu as tout à fait raison, cher Philippe, tout à fait. C'est bien la première fois. Et pourtant, vous êtes maire de Belleflou. Plus pour longtemps. Les comptes ont été verrouillés, on a de l'argent, nous. On n'est pas en déficit comme l'État. Vous avez de l'argent chez vous. Vous savez ce que font les maires, en général, qui s'en vont ou qui savent qu'ils ont perdu. La veille de la passation, ils vont au bureau la nuit tard le soir et ils passent à la broyeuse tous les papiers. Ouais, alors nous, on n'a pas n'aurait pas à faire ça. Déjà, ils n'ont pas de broyeuse, comme ça, moi, c'est réglé. Et parce qu'ils n'y ont pas pensé. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Merci Anthony d'avoir participé à ce débat et cette information. On retourne avec Philippe David dans quelques instants, puisque la 3e heure, ce sera en direct de Bordeaux, exactement, dans ce... Du Bar-Tabac Saint-Germain à Bordeaux, à côté de la gare. Exactement, juste à côté de la gare. Exactement. Vous savez c'est pour prendre le train plus rapidement après, j'ai l'impression. C'est ça. Il veut rentrer à l'écurie, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'attend. Allez, on fait une petite dernière pause et on revient. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cille de Ménibus. Et on est toujours avec Philippe Bilger, Bruno Pomar, Samuel Botton, René Chiche. Merci messieurs, vous nous avez fait bien rire pendant cette émission. Vous n'étiez pas très intéressants, mais au moins vous étiez drôles. On fait ce qu'on peut. C'est sympa que bien. Toujours aussi sympa. Absolument, le velours et la flèche. Ici, c'est le bar-tabac au bon accueil. Mais ça reste gracieux. Avec mon Philippe David qui est en direct de Bordeaux. Ça va Philippe ? Oh bah ça va Cécile, en direct du tabac le Saint-Germain, dans le quartier Amédée Saint-Germain à Bordeaux. Ça arrive, les auditeurs arrivent, on en a déjà 2 qui sont arrivés de Mérignac, une grande ville en banlieue de Bordeaux. Ça vient petit à petit. Bon, en revanche, on a un petit problème, c'est le temps parce qu'il pleut. Et ça, on n'a pas eu de chance. Non, c'est pas vrai, il pleut jamais à Bordeaux. Vous n'êtes pas à l'extérieur, vous n'êtes pas en terrasse non plus, donc ça va. Non, mais vous savez, on a un des auditeurs qui est arrivé et qui a la même coupe de cheveux que moi, et j'ai dit sale temps pour les chauves en le voyant, le pauvre. Il s'appelle Jean de Mérignac. Alors il y a Laurent qui est arrivé, mais lui il est chevelu, ça va. Alors on va parler de plein de sujets, on va parler de la vie dans les villes, on va parler de l'aménagement, du commerce, parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs, buralistes, chefs d'entreprise donc, qui vont venir nous parler de leur vie à Bordeaux et ailleurs, parce que ça vient d'un peu toute l'agglomération. Et on parle de tout, de toute façon, vous le savez, dans cette tournée, c'est comme dans Les Vraies Voix qui font parler la France tous les soirs du lundi au jeudi 19h à 20h, c'est vous qui faites le programme, et je vous le rappelle, on est au tabac le Saint-Germain, dans le quartier Saint-Germain, vous êtes les bienvenus, le micro vous est ouvert. Et on a vraiment passé une semaine extraordinaire avec François-Louis Bourneau, on a même le président. Aussi. C'était hyper intéressant. Franchement, c'était top. Et on a le président des buralistes avec nous qui m'a fait ce compliment, qui m'a dit dans vos débats, ce n'est jamais fumeux. Mon Dieu. Et surtout, il a dit,
vous parlez vrai sans jamais prendre le cigare. Vous voyez, tout est symbolisé. Ouais. Ça- Mais ça vous sert savez ce qu'il nous d'arcaïa. faudrait avec vous, Philippe? Ce serait un filtre qu'il nous fait. Ah bah, Serdar Kaya, le président, a dit qu'on était sans filtre, c'est bien ça. Exactement, ce soir on est sans filtre et on est là pour parler franchement. Et on va J'ai faire un toujours tabac. su que vous étiez une Hein gitane, Philippe. En tout cas, les amis. Bon, il va falloir qu'on fasse une émission purement comique, là, Ouais, je crois. c'est ça. En tout cas, n'oubliez pas cette grande soirée électorale ce dimanche entre 19h et 23h avec Jean-Marie Bordry à l'antenne, bien entendu. Nous serons en direct de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Paris, de Béziers, de toutes les villes où il y a bien entendu du suspense avec les éditorialistes Sud Radio. Et vous pouvez bien entendu participer comme à chaque fois au 0826 300 300. Et le rugby Samedi, dès 15h minuit, grande journée de rugby sur Sud Radio, avec pour commencer le Écosse-Irlande qui peut être décisif pour la dernière journée du tournoi. Et évidemment, dès 20h, on retrouve Daniel Herrero et François Trio depuis le Stade de France pour un France-Angleterre d'anthologie, je vous l'annonce. Voilà, merci en tout cas Philippe Bilger, merci Bruno Pomar, merci Samuel Botton, merci René Chiche, merci Philippe David pour cette très belle semaine, merci à nos amis buralistes. Merci à vous tous. Qu'on embrasse très fort et qui sont le lien social en tout cas de nos centres-villes, et on est très heureux de les avoir côtoyés pendant toute cette semaine. On recommencera bien entendu. Philippe, maintenant vous rentrez, maintenant ça suffit. Vous prenez vos valises et puis vous revenez chez Reviens, on va vivre la main dans la main. Non, chantez pas Philippe, c'est déjà la bourrasque. Comment il s'appelle Marché. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Qui ça? Fais les valises. Fais les valises, on rentre à Paris. Voilà, c'est ça. Passez un très bon week-end les amis, on vous embrasse. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous laisse